Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 4 ou 5 qui, pour les personnes nouvellement nommées à la direction d'école. Alors, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous présente, mon nom c'est Pierre Campeau, je suis responsable de tous les services d'apprentissage pour la DFO. Alors, il nous fait plaisir de vous offrir des webinaires pour augmenter votre capacité et vos compétences comme direction d'école ou direction adjointe. Et je suis très fier de vous présenter notre nouveau président cette année, Jean-Pierre Michaud. Alors, Jean-Pierre, je te laisse prendre la parole. Merci Pierre. Bienvenue à tous les participants et ceux qui visionneront par la suite le webinaire. Très heureux de vous accueillir comme nouveau membre de la direction ou direction adjointe d'une école. J'aimerais remercier l'Institut de leadership qui permet d'avoir des webinaires pour former non seulement les nouvelles directions, mais une série de webinaires qui s'étale sur l'année scolaire. Le prochain webinaire sera le 10 novembre et puis ce sera la présentation des services de l'Institut de leadership, justement. La semaine dernière, il y avait la partie 1 de l'atelier ou du webinaire que vous allez suivre aujourd'hui. Si vous voulez vous y référer, il est disponible sur la chaîne YouTube de la DFO. Donc, je laisse la parole à Denis qui va présenter le programme de conseil professionnel et soutien juridique offert aux membres. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je n'ai pas besoin d'introduction, mais si jamais il y a de nouvelles personnes qui se joignaient aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance de visionner la première ou le premier webinaire, je suis responsable et un des deux conseillers du programme de conseil professionnel et de soutien juridique de l'ADFO depuis maintenant tout près de 8 ans. Alors, après avoir passé 38 ans en éducation, ce nouveau défi-là m'est très favorable et surtout très motivant. Je suis un enseignant de droit en formation au niveau secondaire et les 10 dernières années de ma carrière, je les ai passées à la direction d'école à Hawkesbury. Je laisserai Harold se présenter tantôt, mais juste un petit mot, si vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de gestion de conflits avec des personnes ou des parents difficiles ou des situations difficiles et ceux et celles qui ont eu la chance de participer au webinaire de la dernière fois ou qui le visionneront au cours des prochains jours ou au besoin. C'est certainement une situation, quand on parle de gestion de conflits, qui peut facilement conduire à une occasion pour vous de faire appel au programme de conseil professionnel et de soutien juridique. Alors, en gros, la session d'aujourd'hui vise d'abord à vous parler un petit peu du programme. C'est quoi le programme? Quels sont les objectifs? Pourquoi ce programme-là existe? Et en même temps, parler des différentes composantes du programme que l'ADFO offre à tous ses cotisants réguliers. Et c'est un service, comme on le verra un petit peu plus tard, qui est totalement gratuit. Ça fait partie de vos cotisations. Dans un deuxième temps, on veut sensibiliser dans la deuxième partie du webinaire tous ceux qui auront la chance de le visionner, vous sensibiliser à différents processus auxquels vous pourriez être confronté ou être impliqué à un moment donné dans l'exercice de vos fonctions. C'est clair qu'on souhaite tous et toutes que la gestion de conflits se termine de façon favorable pour toutes les parties impliquées, mais il arrive quand même assez souvent, et je parle par expérience pour avoir été au programme depuis les 8 dernières années, que malheureusement, la situation ne se termine pas toujours de façon favorable ou que la situation soit totalement réglée. Et il s'ensuit à ce moment-là une autre étape qu'on appelle la période des plaintes ou l'étape des plaintes officielles au conseil scolaire et à l'ordre des enseignants. Donc, c'est un petit peu pour vous sensibiliser à ces différents processus-là qu'on verra dans la deuxième partie du diaporama aujourd'hui. Quelles sont les démarches à entreprendre et comment le programme peut vous être utile par rapport à ces situations-là. Dans un troisième temps, on veut surtout, en parlant du programme, vous parler de l'importance de faire appel au programme, quels sont les avantages que cela peut vous apporter. C'est clair que quand on est placé dans une situation un petit peu délicate, qui, à certaines occasions, nous amène à remettre en question certaines décisions qu'on a prises,
On veut souvent ne pas en parler et étouffer l'affaire. En tout cas, gardez ça entre les quatre murs de notre bureau et vous allez voir pourquoi c'est important et avantageux pour vous de faire appel à ce programme-là et d'en parler. Dans un dernier temps, évidemment, si vous avez des questions, des préoccupations, soit sur le programme ou la présentation du webinaire aujourd'hui, ou sur différents sujets reliés à l'exercice de vos fonctions au train-train quotidien, bien, gênez-vous pas pour les poser et les envoyer. Pierre s'occupera de gérer les questions, soit en intervenant immédiatement pendant une diapositive ou en les gardant pour la fin et on se fera un plaisir de répondre à ces questions-là. Quand on parle du programme de conseil professionnel et de soutien juridique, la statistique que vous voyez à l'écran présentement démontre clairement que personne, j'oserais dire vraiment personne, n'est à l'abri qu'à un certain moment donné, vous deviez ou vous seriez fortement conseillé de faire appel au programme. Donc, depuis les 7 ou 8 dernières années, plus de 500 demandes d'aide ou de dossiers. Certaines fois, c'est le même membre qui se retrouve année après année ou à différentes situations, mais je vous dirais que très souvent, c'est quelque chose qui est une première. Les gens sont inquiets, les gens sont stressés, les gens sont anxieux de savoir quelles sont les prochaines étapes. Et juste pour vous donner un exemple, dans les 2 dernières semaines, déjà en début d'année, on a eu 4 ou 5 demandes nouvelles demandes des personnes qui n'avaient jamais fait appel au programme auparavant. Alors, c'est vraiment une situation qui n'est pas facile, qui est exigeante, qui demande beaucoup de résilience, mais ce qui est important de savoir tout de suite, puis on va le répéter souvent durant la présentation, c'est que votre association est là pour vous et c'est un des éléments importants du mandat de l'association, du plan stratégique qui a été établi quelques années passées. Donc, c'est clair que oui, il se peut qu'à un moment donné, vous soyez placé dans une situation où on aura besoin de se parler et où on aura besoin de vous donner des conseils par rapport aux prochaines étapes. Qu'est-ce que le programme d'aide juridique? Bien, comme je le disais tantôt, c'est un programme qui est gratuit. Tous les cotisants réguliers ont accès à ce programme-là. C'est un programme de conseil, c'est un programme qui offre des services et c'est un programme de soutien pour tous les membres. C'est un programme qui est là aussi pour permettre aux membres de se confier, de s'informer et de discuter en toute confidentialité. Souvent, quand on vit ces genres de situations-là, comme je le disais tantôt, on veut en parler au moins de personnes possible. Et si vous saviez à quel point, à chaque fois que j'ai un appel, et je suis certain que Harold pourra confirmer ce que je suis en train de vous dire, souvent, à la fin d'un appel qu'on a avec nos membres, le commentaire qui vient presque automatiquement, c'est de nous dire « Merci, je suis maintenant rassuré ». Donc, c'est important de profiter dans un troisième bouton que vous voyez à l'écran. On a une certaine expérience, on a une certaine expertise. Harold a eu aussi, lui, une longue carrière en éducation. Nous sommes tous les deux à la retraite, donc on peut consacrer 100% de notre temps au programme comme tel. Et c'est clair que lorsque notre compétence, parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'être des avocats, même si j'ai enseigné le droit au secondaire pendant 28 ans, je ne suis pas un avocat de formation. Donc, il arrive de temps en temps ou souvent dans certains dossiers où le conseil ou l'aide qu'on doit fournir à notre membre qui se retrouve dans une situation difficile dépasse mes compétences. Et je pense que je me suis toujours fait un mandat, et Harold, depuis qu'il est avec nous, de s'assurer que lorsqu'on ne connaît pas la réponse ou lorsqu'on est conscient qu'on a besoin d'aller à une étape plus loin, nous avons des partenaires juridiques, une firme d'avocats à Ottawa, Gowlings, une firme hautement réputée dans la région d'Ottawa et même mondialement parlant. Et on a aussi la chance d'avoir une super relation avec nos collègues anglophones de OPC et CPCO. Et eux, évidemment, ce sont deux associations qui sont beaucoup plus grosses que les nôtres en termes de membriété. Et ces deux associations-là ont le privilège d'avoir ce qu'on appelle des in-house lawyers, c'est-à-dire des avocats qui travaillent à temps plein dans les bureaux de OPC et de CPCO. Et au fil des ans, notre relation avec ces gens-là s'est grandement perfectionnée. Et quand on a une question,
Harold et moi, on n'hésite jamais à faire un appel, à envoyer un courriel ou un petit texto pour demander à ces avocats-là de OPC, CPCO des conseils ou des avis juridiques en attendant d'aller à une étape plus loin avec nos propres avocats si jamais le besoin ça fait sentir. Alors, je te laisse la parole, mon Harold, pour la suite des choses. Je te remercie beaucoup, Denis. J'en profite peut-être pour une petite introduction aussi. Au-delà de 30 ans dans le domaine de l'éducation, dont les dernières 17 à la direction, surtout au niveau secondaire, de la 7e à la 12e année, toujours dans la région de Barrie. Donc, je dis un beau bonjour au monde de la source qui sont là. Et depuis ma retraite en 2018, j'œuvre avec la DFO comme conseiller et on travaille conjointement avec Denis à aider nos membres. Nécessairement, j'entends ma 3e année et je ne fais pas en semblant qu'on connaît tout. Mais comme Denis vient juste de mentionner, le travail d'équipe qui existe non seulement entre nous, mais avec les autres associations nous aide à bien desservir nos membres. Donc, je commence. À quel moment devrais-je faire appel au programme? Il y a des listes à pu finir de toutes les tâches, toutes les possibilités de problèmes qui pourraient arriver, mais je vais en passer un peu à travers avec vous pour vous donner peut-être un petit aperçu. Ah, OK, c'est peut-être une bonne idée de les appeler. N'importe quand il y a une ambiguïté ou un désaccord face à vos conditions de travail, que ce soit au niveau de salaire, d'une mutation, d'une évaluation, etc., oui, ce serait une bonne idée de nous appeler. Okay? Un appel ou un courriel de votre superviseur pour vous demander de le rencontrer, de vous rencontrer ou discuter d'une situation, oui, vous devriez nous appeler pour ça. Accumulation de situations, de rencontres, d'échanges difficiles avec un membre de votre personnel, oui, une autre instance où ce que vous devriez nous appeler. Accumulation de situations et rencontres, d'échanges difficiles avec un parent ou un membre de la communauté scolaire. Lorsque vous avez besoin de faire des interventions, l'implication d'une agence externe, telle que la Société d'aide à l'enfance, si vous recevez une lettre d'avocat ou s'il y a une enquête OSBI, oui, vous devriez nous appeler. N'importe quand qu'il y a une convocation de votre conseil ou de l'Ordre des enseignants, parce qu'il y a une plainte officielle contre vous, oui, vous devriez nous appeler. Toute autre situation sur laquelle vous vous questionnez quant à sa raison d'être, son déroulement, ses répercussions, vos droits ou vos obligations légales, c'est un bon temps de nous appeler. Prochaine diapo, s'il vous plaît, mon ami. OK? Le droit à la représentation. Une de nos grandes tâches, justement, c'est de vous écouter, valider vos inquiétudes, et ensuite essayer de calmer et de prendre de bonnes décisions. Et l'autre tâche, c'est de vous représenter. Qu'est-ce que ça veut dire, une représentation? Lorsque vous êtes convoqué à une rencontre dont le dénouement, les conséquences pourraient éventuellement conduire à des mesures disciplinaires, vous avez le droit d'être accompagné par une personne qui agira dans votre meilleur intérêt à titre de témoin et ou de conseiller. Okay? Cet accompagnement-là, nécessairement avec le COVID, ça fait moins personne à personne, mais ça peut être fait par téléconférence, par vidéoconférence, par appel téléphonique. Okay? Bien que ce droit ne soit pas officiellement reconnu dans toutes les ententes de conditions de travail des directions, les conseils scolaires reconnaissent l'importance et respectent cette étape-là. Donc, qui peut me représenter ou m'accompagner? Cela varie selon le libellé de vos conditions de travail. Okay? Dans certains cas, vous pourrez demander à un collègue, quelqu'un à une association locale, association provinciale, personne n'a votre choix. Nous, on vous suggère toujours de consulter quelqu'un au provincial pour ça, pour une représentation. Si tu me permets une petite intervention, Harold, juste pour que vous sachiez, techniquement parlant, le droit à la représentation existe dans les moments où il y a possiblement des mesures disciplinaires qui pourraient découler de la décision ou des gestes ou des choses que vous avez dites ou faites. Donc, c'est un petit peu la même chose que le représentant de la AFO lorsque les enseignants ou les membres ou le personnel de soutien est convoqué dans votre bureau. Vous avez une obligation, si ça peut éventuellement conduire à des mesures disciplinaires, de mentionner à cette personne-là qu'elle peut être accompagnée de son représentant. C'est un petit peu la même chose pour les directions et directions adjointes d'école. Au cours des 8 dernières années,
de par notre approche au programme, on a réussi à bâtir un lien de confiance assez important avec les conseils scolaires. Il ne faut pas oublier que la grande majorité, sinon la totalité des personnes qui sont surintendantes dans vos conseils scolaires ou qui sont directeurs ou directrices de l'éducation de vos conseils scolaires, ce sont des anciennes directions. Donc, ces gens-là connaissent le travail, ces gens-là sont conscients qu'il peut arriver à un moment donné où vous vous retrouvez dans une situation difficile et comprennent qu'être accompagné par un représentant de l'association, c'est important. Et nous, notre approche, sans vouloir porter préjudice aux syndicats, ce n'est pas une approche de confrontation ou une approche syndicale, radicale, où on bat férocement, on défend les droits de nos accusés, mais notre intervention en est une basée sur la collaboration, parce que c'est dans l'intérêt des deux parties que la situation se règle. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre au conseil scolaire. Et même si présentement, puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, pardon, au niveau des négociations, même si présentement, il y a seulement 7 conseils sur 12 qui reconnaissent officiellement le droit à la représentation dans les conditions de travail, je vous dirais que la totalité des 12 conseils scolaires vont quand même vous permettre d'être accompagnés par un représentant lors des rencontres difficiles. Là où il y a peut-être une nuance importante par rapport aux 5 conseils, c'est que souvent, on veut avoir un collègue à la direction, mais vous allez voir tantôt pourquoi nous, on recommande d'avoir quelqu'un du provincial. Il y a plusieurs raisons et à ce moment-là, c'est important de comprendre que même si on vous demande d'en parler à un collègue, appelez-nous et nous, on se fera un devoir de prendre les contacts nécessaires ou de vous donner certains conseils pour dire que ce serait préférable que vous fassiez appel à quelqu'un du programme, soit à Harold ou à moi, plutôt qu'à un collègue ou une personne de votre choix. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en plus du droit à la représentation, dans 9 des 12 conseils scolaires présentement, il y a une clause qui protège les directions et directions adjointes d'école contre certaines décisions qui pourraient être prises dans l'exercice normal de leur fonction. C'est soit dans le cadre d'une assurance responsabilité civile ou dans le cadre d'une clause dans vos conditions de travail qui s'appelle indemnisation. Alors, si vous avez accès à vos conditions de travail, allez voir s'il y a une clause indemnisation et vous allez voir qu'au point de départ, si vous êtes impliqué dans une situation difficile, c'est l'obligation de l'employeur d'assurer votre protection, votre représentation juridique. Mais malgré ça, si on retourne à la liste que Harold vous donnait tantôt sur à quel moment donné je peux faire appel au programme, c'est vraiment important, même si la responsabilité première repose sur votre conseil scolaire, c'est vraiment important de nous appeler et de nous parler. Et si on n'a pas d'affaires là pour le moment, si on n'a pas raison d'intervenir, on va vous le dire, mais si jamais la situation se complique, à un moment donné, on doit intervenir, bien pour nous, c'est important d'avoir été conscientisé ou d'avoir été au courant de votre situation depuis le début de la situation pour qu'au moment où on intervient, on n'a pas à faire un rappel sur tout ce qui a été fait avant. Alors, c'est important de comprendre ça. Merci, Denis. Nécessairement, juste pour enchérir un peu ce que tu disais, les conseils scolaires et toutes les personnes avec qui on travaille en ressources humaines, des conseils, sont toujours très ouverts à notre participation parce qu'ils ont toutes la même chose en tête, c'est la résolution du problème qui existe entre les membres de leur conseil, que ce soit la direction avec un membre du personnel, etc. Donc, on est toujours très bien accueillis. Pourquoi en parler? J'aimerais mieux garder ça privé. C'est certain que lorsqu'on fait des erreurs, on ne veut pas que tout le monde le sache, mais je vais vous expliquer pourquoi ce serait important. Vous s'assurer d'être en pleine connaissance de la raison d'être, de la démarche et des conséquences possibles de la situation. Aussitôt qu'on a un membre qui nous appelle pour nous dire que voici ce qui est arrivé, voici dans quel pétrin que je pense que je suis, nous, on commence immédiatement à communiquer avec eux le processus de la résolution. Donc, voici ce qui va arriver. Tu vas avoir une rencontre avec ci, puis on commence à énumérer les prochaines étapes. Et c'est pour ça qu'ils se sentent tellement soulagés à la fin. Souvent, l'autre partie sera accompagnée par son représentant syndical ou un autre témoin. Nous, quand on y va,
et qu'on vous représente, nécessairement, ça donne une image d'équilibrer des forces. Et aussi pour profiter d'une présence physique, d'un soutien moral avant, pendant et après la rencontre. Puis, justement, je mets beaucoup d'accent sur l'avant et l'après la rencontre, parce que avant, c'est le préparer, voir comment vos notes sont, voir quelles sont les allégations, comment est-ce que c'est une bonne façon de répondre. Puis après, on fait un retour pour s'assurer que notre membre est à l'aise, est calme. On les encourage de comment bien ils ont performé. Puis après ça, on partage le processus qui revient. OK? Nécessairement, on est là, puis on demande des pauses, des conseils. Souvent, on va prendre des notes aussi. Maintenant, Denis a fait allusion, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir le programme de conseil professionnel au soutien juridique, il veut dire Denis ou moi? Denis a mentionné, les deux, on est à la retraite, ça fait qu'on est toujours disponible. Alors qu'un collègue, lui encore, c'est toutes ses tâches à la direction, en plus d'essayer de gérer ou vous aider à gérer une situation. On fait une communication continue avec vous et aussi, nous, vous pouvez vous assurer que ça va être confidentiel. Lorsque vous partagez avec un autre membre, un collègue, on espère que c'est confidentiel, mais ce n'est pas assuré. On est seulement, peut-être que si vous parlez avec un autre membre du conseil, un membre de la direction dans votre même conseil, peut-être qu'il va y avoir un conflit d'intérêt. Okay? Nécessairement, Denis a fait allusion à notre expérience, notre objectivité. L'expertise, il a mentionné que non seulement qu'on peut aller puiser nos propres ressources à nous, mais on peut aller puiser à des autres associations, ainsi que l'aide juridique. Okay? Les ressources, j'en ai parlé, le réseau de contacts est très élargi. Okay? Et nous, on s'assure de faire un suivi du dossier du moment où on reçoit votre premier appel jusqu'à la résolution. Donc, c'est un suivi continu à ce niveau. La deuxième partie, je vous le mentionnais en introduction, on veut vous présenter deux exemples de démarches ou de procédures auxquelles une situation de conflit ou une décision que vous avez prise ou un geste que vous avez posé pourrait donner lieu. C'est clair que le but des prochaines diapositives n'est certainement pas de vous faire peur. Ce n'est pas là le but de la présentation. Le but de la présentation, c'est bien de vous informer, que vous ayez une idée si au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, vous êtes confronté à une situation où le conseil vous appelle et vous dit qu'il y a eu une plainte de harcèlement qui a été déposée contre vous par un membre de votre personnel d'enseignant ou personnel de soutien, ou si la situation est encore plus importante et que vous recevez une lettre de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario pour vous aviser que la plainte a été déposée non seulement au conseil scolaire, mais qu'elle est maintenant rendue à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Mais c'est clair que le niveau de stress et le niveau d'anxiété vient d'augmenter de façon exponentielle. Donc, c'est clair que là, on est dans ce qu'on appelle des démarches ou des procédures quasi-judiciaires. Ce n'est pas devant un juge, mais il y a quand même une procédure et un encadrement face à ces procédures-là sur lesquelles c'est important que vous ayez au moins une idée de ce qui va se passer. Alors, comme on le mentionnait au début, personne n'est à l'abri de ce genre de situation-là. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que même s'il y a une plainte de harcèlement déposée contre vous ou que même s'il y a une plainte à l'Ordre des enseignants, pour nous, ça ne remet nullement en question votre professionnalisme, vos compétences, vos qualifications et vos façons d'agir. Pour nous, on est là pour vous accompagner et l'important, c'est de vous faire comprendre que ce genre de situation-là, malheureusement, repose souvent sur une question de perception. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la petite image qu'il y a en haut que j'associe souvent au harcèlement. Alors, c'est souvent une question de perception. La personne n'est pas d'accord, la personne a l'impression, elle se sent visée, elle croit que vous êtes en train de rendre son travail difficile pour toutes sortes de raisons. Mais sans en minimiser l'impact, parce que c'est très sérieux, une plainte de harcèlement au travail, puis vous allez voir tantôt que l'employeur doit prendre ça très au sérieux. Et vous aussi, si vous êtes impliqué, il ne faut pas prendre ça à la légère et dire bah, c'est frivole, c'est vexatoire. Ça peut arriver à certaines occasions, mais il faut vraiment accorder toute l'importance à ce processus-là. Et
le point de départ, c'est qu'il faut comprendre que la personne qui dépose la plainte, pour elle, peu importe ce que vous avez fait, c'est du harcèlement. Mais ce qu'il faut comprendre de votre côté, c'est que vous avez droit comme gestionnaire, comme administrateur, à un droit de gestion. Donc, sur les personnes sur lesquelles vous êtes en autorité, bien, vous avez le droit d'implanter certains processus, d'implanter certaines règles, de modifier certaines tâches, évidemment en respectant toutes les consignes, les directives administratives, puis les contrats de travail de toutes ces personnes-là. Mais il en demeure pas moins qu'à un moment donné, la divergence d'opinion, la divergence sur l'interprétation du geste que vous avez fait amène ces personnes-là à déposer des plaintes contre vous. Et il ne faut pas penser, vous savez, c'est une question de perception, puis malheureusement ou heureusement, la première attitude qu'il faut avoir face à ce genre de situation-là, c'est qu'il ne faut pas prendre ça personnel. Et je le mentionnais la semaine dernière, si vous étiez là dans la présentation, il y a un principe qu'on utilise, le principe du Q-tip, quit taking it personally. Ça, c'est la première étape que vous devez prendre, la première approche que vous devez prendre face à la situation. Oui, ça vous implique, oui, c'est à propos de vous, mais il ne faut pas nécessairement dire que parce que cette personne-là a déposé une plainte, soit au conseil ou à l'ordre des enseignants, comme on le verrait tantôt, que c'est une personne qui remet en question tout votre professionnalisme et toutes vos compétences par rapport au travail que vous faites. Donc, même si les conséquences sont désagréables pour vous, il faut quand même reconnaître que c'est un processus qui doit suivre son cours, un processus pour lequel le gouvernement est très sérieux et un processus sur lequel la loi sur la santé et sécurité au travail est très claire. Si une plainte a été déposée auprès du conseil scolaire sur le harcèlement ou l'intimidation, l'employeur n'a pas le choix. L'employeur a deux obligations de base. La première, c'est de s'assurer que le climat de travail dans lequel ses employés travaillent, c'est un climat sain, propice à l'apprentissage et à l'épanouissement professionnel. Ça, c'est clair. Et de cette première obligation-là découle la deuxième, à savoir que si une plainte est déposée sur le fait que le climat de travail n'est plus sain, n'est plus propice à l'apprentissage ou à l'épanouissement professionnel, bien, c'est clair que l'employeur doit à ce moment-là enquêter. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a toujours deux étapes à une plainte de harcèlement déposée officiellement. La première étape, lorsque le conseil reçoit un appel, d'abord, chaque conseil a une directive administrative sur la santé et sécurité au travail, à l'intérieur de laquelle il y a également une politique sur les plaintes de harcèlement et d'intimidation au travail. Donc, habituellement, pour que la plainte devienne officielle, la personne qui dépose la plainte doit remplir un formulaire dans lequel elle résume en gros les raisons et les motifs derrière son accusation, son allégation. Derrière tout ça, la première étape que le conseil va faire, c'est qu'il va faire une enquête assez rapide qui est habituellement menée par le département de ressources humaines de votre conseil, et c'est de déterminer si la plainte est recevable. Ce que ça veut dire, en gros, ça, c'est que selon l'information qu'on a devant nous, et il faut encore une fois comprendre que l'information que le conseil a, c'est uniquement la version de la partie plaignante. Donc, à ce moment-là, le conseil se pose comme question ceci. Si jamais l'histoire de la personne qui dépose la plainte est vraie, si tout ce qui est écrit dans la plainte là, est vrai, est-ce que ces actions, ces gestes, ces paroles, ces comportements-là répondent à la définition du harcèlement au travail selon notre politique, selon la loi sur la santé et sécurité au travail de l'Ontario? Si la réponse à ça est oui, et encore là, on n'est pas en train de dire si la personne dit la vérité ou si les choses se sont réellement produites. On fait juste dire, si c'était vrai, est-ce que ça répond aux critères? Si la réponse est oui, à ce moment-là, la plainte est recevable et on doit passer à la deuxième étape qui est de déterminer, maintenant qu'on sait que ça pourrait être du harcèlement, là maintenant, on doit avoir une enquête formelle qui, de plus en plus, est menée par une partie totalement indépendante du conseil. On fait appel à des firmes d'avocats spécialisés dans les relations de travail. Et à ce moment-là, le travail de ces personnes-là, c'est justement de déterminer, à l'aide des témoignages,
de votre part, de la part de la partie plaignante et de d'autres témoins ou de d'autres preuves documentaires qu'on peut fournir des deux côtés de la médaille, est-ce que la plainte est fondée? Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une étape qui vise à non seulement avoir une enquête formelle, mais c'est une étape qui est là pour vous permettre à vous, excusez, je n'avais pas activé ma caméra, c'est une étape qui est là pour vous permettre à vous de donner votre version des faits. Parce que souvent, on va passer à cette étape d'enquête officielle-là sans vous avoir vraiment donné la chance de donner votre version des faits. Et ça évidemment, c'est extrêmement important. Cette enquête-là est faite sous le signe de la confidentialité totale. Dès que la plainte est déposée par la partie plaignante et dès que vous êtes avisé qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous, on va vous aviser de façon très claire que vous ne pouvez pas parler de quoi que ce soit en lien avec cette situation-là, avec des membres de votre personnel. Dans certaines situations, il va y avoir ce qu'on appelle une mutation administrative. Dans certaines situations, si le conseil sent que la soupe est très chaude entre vous et la partie plaignante, on va vous demander de demeurer à la maison le temps de l'enquête. Et cette mutation administrative-là, il ne faut pas la prendre comme une punition ou une mesure disciplinaire. Dans bien des cas, c'est nettement à votre avantage d'être envoyé à la maison parce que si la situation est vraiment tendue et vraiment difficile, on ne veut pas, le temps de l'enquête, vous donner l'occasion de vous replacer dans une situation où vous seriez encore une fois confronté avec cette personne-là et ça ferait juste mettre de l'huile sur le feu. Donc, souvent, la mutation administrative est une bonne chose. Là où on a certaines réticences par rapport à cette mesure-là, nous, comme association, c'est que la mutation administrative ne doit pas être prolongée indûment. Et malheureusement, en termes d'échéance, il n'y a pas vraiment d'encadrement sur le temps que doit prendre une enquête. Donc, ça peut prendre quelques semaines et j'ai vu malheureusement des situations où ça a été très long. Et évidemment, on essaie d'intervenir pour accélérer le processus parce que c'est vraiment pas agréable d'être à la maison. On sait que quand on est à la maison, les gens se posent des questions, la machine à rumeurs s'enclenche et là, une histoire prend beaucoup plus d'ampleur qu'elle ne devait l'avoir. Donc, à ce moment-là, la mutation administrative, il faut la comprendre, il faut l'accepter et il faut prendre en considération que c'est une étape qui est là pour assurer l'objectivité la plus complète à l'enquête, pour pas que les gens qui sont impliqués dans la situation se parlent ou se consultent ou se retrouvent dans des situations pour rendre la situation encore plus difficile. À la fin de l'enquête, l'enquêteur ou la personne qui a mené l'enquête doit déterminer, comme je le disais tantôt, est-ce que la plainte est fondée? En d'autres mots, est-ce qu'effectivement, il y a eu du harcèlement ou de l'intimidation? Il faut comprendre que dans une plainte de harcèlement ou d'intimidation au travail, le fardeau de la preuve repose sur la partie plaignante. Donc, la personne qui a déposé la plainte, c'est elle qui doit démontrer qu'il y a effectivement eu du harcèlement ou de l'intimidation de la part de la personne qui est mise en cause, qui serait dans ce cas-là la personne à la direction. On n'est pas dans un procès criminel, donc ça ne veut pas dire qu'on doit prouver hors de tout doute raisonnable. Il y a un principe dans ce genre d'enquête-là qui s'appelle la prépondérance des probabilités qui dit que l'enquêteur se retrouve devant deux versions. La version de la partie plaignante, la version de la partie mise en cause. Alors, puis avec ça, il y a des preuves documentaires, il y a des preuves testimoniales de votre part, de la part de la partie plaignante et de d'autres personnes qui ont été rencontrées et interrogées. Alors, avec toute cette preuve-là, le rôle de l'enquêteur, c'est de dire, selon les versions que j'ai, laquelle des versions ou lesquelles des preuves sont les plus probables ou les plus proches de ce qui aurait pu se passer. Et c'est comme ça qu'il en arrive à déterminer si effectivement il y a eu de l'intimidation. Vous allez me dire, c'est pas facile parce que oui, l'enquêteur est souvent devant une version qui dit noir, la partie plaignante, et une version qui dit blanche, la partie qui est mise en cause, la direction d'école. Donc, vous justifiez vos actions. La personne qui se plaint dit, vous avez mal agi parce que dans sa façon de voir les choses ou dans sa perception, elle est convaincue que vous lui en voulez, que vous voulez rendre sa vie difficile. Donc, à ce moment-là, c'est important de comprendre que
l'enquêteur, c'est une partie totalement neutre qui est embauchée par l'employeur. Et dans le cas de l'employeur, lui aussi est un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'il y a effectivement deux employés qui sont en situation de conflit. Et à ce moment-là, ben, lui, il ne veut pas être accusé de favoritisme. Donc, c'est un petit peu comme ça que l'enquête se déroule lorsqu'il y a une plainte d'harcèlement. Lorsque l'enquête est finie et que l'enquêteur a conclu son rapport ou son enquête, depuis 2016, l'enquêteur doit partager les grandes conclusions de son enquête. Nous, on essaye, dans certaines situations, d'avoir la totalité du rapport, mais pour des raisons de confidentialité, des témoins qui ont été rencontrés, qui pourraient être d'autres membres de votre personnel qui ont appuyé ou qui ont corroboré ce que la partie plaignante a dit. Les conseils scolaires et l'enquêteur ne sont pas obligés de partager la totalité du document. On va présenter les grandes lignes en disant oui, il y a eu du harcèlement à cause de ceci. Non, il n'y a pas eu de harcèlement parce que selon notre interprétation et les conclusions, à ce moment-là, on a déterminé qu'il n'y avait pas de harcèlement. OK. Et la question du comité consultatif, c'est que présentement, là, je disais juste avant les mesures disciplinaires, ce que vous voyez à l'écran, on a un comité présentement formé de nos 3 associations et on est en train de pondre un document qu'on veut présenter aux conseils scolaires, tous les conseils scolaires de l'Ontario, sur des pratiques exemplaires parce que ce qu'on dénote, c'est qu'il y a beaucoup de divergences dans la procédure ou la façon d'aviser le membre qui a eu une plainte déposée contre lui, les mutations administratives auxquelles je faisais allusion tantôt, la suite des mesures disciplinaires, etc. Donc, nous, on essaie de présenter par l'entremise d'un document qu'on va produire prochainement aux différents conseils scolaires. On aimerait avoir un peu plus d'homogénéité dans la façon de procéder, qu'il n'y ait pas tant de différence que ça et qu'on s'entende sur des pratiques exemplaires. Alors, on travaille là-dessus présentement et le document va être soumis prochainement. En bout de ligne, s'il y a des mesures disciplinaires, bien évidemment, les politiques du conseil ont un impact. Le principe de discipline progressive qu'on nous demande à nous, comme direction d'école, d'appliquer aux élèves, bien évidemment, nous, on s'attend à ce que le conseil exerce cette façon d'agir-là. Si c'est la première fois qu'effectivement, on a déterminé que vous aviez commis une forme de harcèlement, puis que c'est votre première faute, si vous voulez, bien, c'est clair qu'à ce moment-là, on veut s'assurer que le conseil respecte une certaine forme de progression dans les mesures disciplinaires. Il y a toujours possibilité, en tout cas dans la grande majorité de vos conditions de travail, de contester la mesure disciplinaire. Vous ne pourrez pas contester, ben, vous pouvez toujours le faire, mais c'est très difficile de contester et surtout de renverser la décision de l'enquêteur ou de l'enquêtrice, mais on peut contester la mesure disciplinaire par l'entremise de règlements différents et encore là, dans les différentes conditions de travail de nos 12 conseils scolaires francophones, il y a un processus qui permet de soumettre dans un délai de certains jours, des fois c'est 10 jours, des fois c'est 15 jours, et ça peut aller jusqu'à la médiation ou l'arbitrage, la contestation qu'on veut faire sur la décision qui a été prise. Si jamais il y a une mesure disciplinaire qui est imposée, on vous suspend pour 2 jours sans paye ou on vous impose une mesure disciplinaire, les conseils scolaires ont une obligation en vertu de la loi sur les enseignants, l'ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario. Dans certaines occasions, il y a une certaine discrétion qui peut être offerte aux conseils scolaires, mais dans la grande majorité des cas, les conseils scolaires doivent signaler la mesure disciplinaire à l'ordre des enseignants. Et à ce moment-là, il y a une autre étape qui s'enclenche, puis on va la voir dans quelques minutes. Le gros problème avec ce genre de plainte-là, c'est évidemment la relation de travail puis la suite des choses. Peu importe la décision que l'enquêteur va prendre suite à son rapport, on a une situation où la relation de travail entre vous et la personne qui a déposé la plainte a été entachée. S'il y a quelque chose qui ne marchait pas, il faut rétablir les choses. Et encore là, nous, on fait beaucoup de pression auprès des conseils scolaires pour que, peu importe le résultat à la fin de l'enquête, il y ait un genre de rencontre de médiation entre les deux parties pour essayer d'atténuer, parce que c'est clair qu'il y a une des deux parties qui ne sera pas totalement satisfaite des résultats.
de l'enquête. Et à ce moment-là, il faut continuer à travailler et on ne veut surtout pas se retrouver dans une situation où, dans une couple de mois, on va encore faire face à une autre accusation, une autre allégation de plainte de harcèlement. Alors, je veux juste dire, OK, il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, si ça va vraiment pas bien, ou même des fois, ça peut être directement des parents qui, sans passer par le conseil scolaire, déposent une plainte à l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Alors, il n'y a pas seulement des parents qui peuvent le faire, il y a certains membres du personnel, il y a même certains collègues entre une direction adjointe et une direction, entre une direction et une surintendance. J'en ai vu de toutes les sortes depuis les 8 dernières années. Et il y a évidemment, comme je le mentionnais, le conseil scolaire qui peut déposer une plainte à l'Ordre des enseignants si la situation est grave et si vous avez commis une faute professionnelle grave. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles une plainte peut être déposée à l'Ordre des enseignants. La plus importante, celle avec laquelle je travaille de façon presque unique depuis les 8 ans, c'est la première, c'est sur la faute professionnelle. Et si vous vous demandez ce que c'est que la faute professionnelle, bien, si vous allez voir le règlement 437-97, il y a 27 critères différents qu'on peut alléguer en termes de faute professionnelle chez une personne qui est dans le domaine de l'éducation. Alors, ça, c'en est une des situations où très souvent la plainte est portée. Donc, qu'est-ce que l'Ordre des enseignants doit faire? Bien, c'est un petit peu le même processus que le conseil scolaire avec son enquête indépendante. C'est déterminer dans un premier temps si la plainte est recevable, est-ce qu'il y a vraiment une faute de professionnel. Et on sait que le mandat principal de l'Ordre des enseignants, c'est d'assurer l'intérêt public. Donc, si, selon l'Ordre des enseignants, ce qui s'est passé ou le geste qui a été commis, soit par un enseignant ou une direction d'école, bien, si c'est dans l'intérêt public de pousser l'enquête plus loin, on va entamer à ce moment-là une enquête officielle en bonne et due forme. Et si, selon l'Ordre des enseignants, ce qui a été fait au niveau du conseil scolaire est suffisant comme mesure disciplinaire, on va tout simplement arrêter le processus à ce moment-là. Donc, vous allez recevoir une lettre vous indiquant qu'il y a une plainte qui a été déposée à l'Ordre des enseignants. Vous allez recevoir probablement une enveloppe assez volumineuse parce que dans l'enveloppe, il va y avoir la plainte officielle et tous les documents que la partie plaignante et que le conseil scolaire ont fournis. Et on va vous donner habituellement de 30 à 60 jours pour répondre par écrit à ces allégations. Et là, on joue un rôle vraiment important parce que pour le moment, c'est moi qui réponds à ces allégations-là. C'est la préparation d'un document qui est assez important. On parle souvent de 20-25 pages parce que si moi, je reçois comme vous 150, 200 pages de photocopies de preuves qui ont été soumises par l'autre partie, bien, on ne peut pas répondre juste dans une lettre puis dire que la direction n'a rien fait de mal. Donc, il faut rédiger un document en bonne et due forme qui est volumineux, qui prend beaucoup de temps, mais comme on le mentionnait tantôt, on est disponible, on est là pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin et on va se faire un plaisir en se parlant souvent, en s'écrivant souvent, de rédiger un document. On le fait relire par nos avocats, on le fait relire également par vous pour s'assurer que ce qu'on est en train de présenter comme défense aux allégations est vraiment ce qui s'est passé. Et en toute modestie, je dois vous dire que notre moyenne au bâton est très bonne, autant au niveau des plaintes du conseil qu'au niveau des plaintes à l'Ordre des enseignants. Je vous dirais qu'on a un taux de, je vais appeler ça un taux de réussite, là, mais on a un taux de réussite de 95% facilement dans tous les dossiers qu'on a à traiter, soit au niveau du conseil en termes de plaintes d'harcèlement ou au niveau de plaintes officielles à l'Ordre des enseignants. Donc, je pense que d'un côté, ça veut dire qu'on fait bien notre travail, mais ça veut aussi dire que vous avez bien fait votre travail, que vous étiez documenté, que vous avez suivi les étapes, que vous avez respecté les étapes. Et à ce moment-là, en travaillant ensemble puis en rédigeant le document, ben, on réussit à avoir des conclusions qui sont favorables. La seule chose avec il y a des fois ce qu'on appelle un règlement à l'amiable. C'est un processus qui est optionnel et discrétionnaire selon l'Ordre des enseignants qui permet d'éviter l'enquête officielle et d'avoir un genre d'entente à l'amiable entre la partie qui a déposé la plainte et la partie qui fait face ou la partie qui est mise en cause. C'est une étape qui est optionnelle.
on peut accepter, l'Ordre des enseignants peut nous dire que le parent serait peut-être prêt à régler une entente à l'amiable. On peut embarquer dans le processus et si à un moment donné, le parent est trop exigeant, parce que c'est clair que s'il y a un règlement à l'amiable, le parent va vouloir avoir certaines conditions dans la lettre d'entente sur le règlement à l'amiable. Et si on n'est pas d'accord, et ça m'est arrivé une fois, où on nous proposait un règlement à l'amiable et je n'étais pas du tout d'accord avec les exigences du parent, et on s'est retiré du processus dans certains cas, et dans d'autres cas, on a réussi à faire changer l'idée des parents, on a réussi à avoir un règlement à l'amiable. Mais si, de ma façon de voir les choses ou de notre association, ce n'est pas acceptable, le règlement à l'amiable, on peut se retirer du processus à n'importe quel moment donné et demander que l'enquête suive son cours et à ce moment-là, rédiger le document, puis attendre le résultat. Le résultat, malheureusement, c'est là où c'est un petit problème, c'est que ça prend présentement facilement entre 6 et 8 mois avant que l'enquête à l'Ordre des enseignants soit complétée. Donc, mon ours polaire là, qui essaye de faire fondre le cube de glace pour avoir son poisson pour son repas, ça représente un petit peu le niveau de patience qu'il faut avoir. C'est un processus qui est long pour différentes raisons et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire accélérer le processus. C'est évidemment quelque chose qu'on doit accepter. Et à la fin de cette période-là, ben, comme je disais tantôt, soit que c'est la fin du processus, l'Ordre a déterminé à travers son enquête qu'il n'y avait pas lieu de donner suite au dossier ou dans les cas plus sérieux, et on en a eu quelques-uns dans les 8 dernières années. Le comité est alors référé au comité de discipline. Et là, lorsqu'on va au comité de discipline, bien là, moi, je me retire officiellement du dossier et je laisse ma place à un avocat. Et l'avocat se présente, et je suis là aussi à Toronto, devant les membres du comité de discipline à l'Ordre des enseignants. Et là, les avocats ont une dernière chance de faire valoir leur point de vue sur la sanction qui pourrait être imposée. Et la variété des sanctions, vous la voyez à l'écran. À l'écran, ça peut être à partir d'un simple avertissement jusqu'à une suspension, une révocation du certificat. Donc, évidemment, avec sanction, on associe les pages bleues du magazine Parler Profession que vous recevez mensuellement ou vous allez fureter sur Internet. Donc, c'est ce genre de situation-là qui se présente lorsqu'on fait affaire à l'Ordre des enseignants. Mais comme je vous disais tantôt, notre moyenne au bâton est très bon. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit au début de la présentation. Personne n'est à l'abri de ça. Et c'est pour ça que c'est important de faire appel à nos services pour vous rassurer, pour vous accompagner, pour vous aider à établir et à mettre sur pied une défense qui est vraiment professionnelle et qui est basée sur votre compétences, vos décisions, vos comportements qui ont respecté toutes les étapes. Harold? Absolument. Écoutez, je réalise que le contenu de la présentation d'aujourd'hui peut être un peu lourd. Nécessairement, notre objectif n'est pas de vous faire peur, mais je veux juste vous mentionner un peu qu'est-ce qu'on offre et comment on peut vous aider. Nécessairement, Denis a dit qu'une personne est à l'abri. Si ça vous arrive, courage, faites preuve de résilience. J'aime bien la photo qui a été choisie, là. Et il ne faut pas abandonner. Et surtout, appelez-nous. Appelez-nous, communiquez avec soit Denis, soit avec moi, soit avec Fred, le DG. Appelez-nous et nous, on va vous offrir rapidement des conseils qui vont vous aider sur le champ pour gérer cette situation-là. Vous voyez très bien à l'écran que nos coordonnées sont là. Donc, n'hésitez pas de nous appeler, soit par courriel, même avec la présentation aujourd'hui, si vous avez des questions, vous ne voulez pas les demander à tout le monde, n'hésitez pas, envoyez-les par courriel, on va les répondre à ce moment-là. Et ça m'amène à demander à Pierre, est-ce qu'on a eu des questions? Non, la seule question, c'est que les gens voulaient savoir s'il y aurait une copie du PowerPoint et puis je leur ai dit oui, ils vont recevoir ça demain par courriel. On demande aussi aux gens, vous allez recevoir en même temps un petit questionnaire d'évaluation. On vous demanderait de nous donner du feedback pour savoir si ça a été profitable pour vous, le webinaire. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Un petit mot de la fin, dernier mot de la fin, Denis, Harold.
OK. Ben, juste pour vous rappeler que le programme est un programme qu'on pense qui a tous les mérites et tous les avantages qu'on vous a présentés aujourd'hui. Question de disponibilité, d'expertise, de service. C'est clair, comme je l'ai mentionné souvent au cours de la présentation et même celle la semaine dernière. Les documents que vous avez là, c'est une référence. C'est un rappel, si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là. La semaine dernière, on a présenté des stratégies, des ressources, des trucs à utiliser pour la gestion de conflits. On vit dans des moments extrêmement difficiles en éducation, on n'est pas sans le savoir. Ça fait quand même un certain bout de temps que ça dure. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, la perfection n'étant pas de ce monde, il se peut qu'à un moment donné, on ait commis un geste qui, sans être complètement une faute professionnelle, a été mal interprété. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un droit de gestion, on est payé pour prendre des décisions, on est payé pour avoir des conversations courageuses à la direction d'école. Il ne faut pas avoir peur de s'assumer là-dedans. Et si jamais on se retrouve dans une situation qui est difficile, qui est une source de stress, immédiatement, on ne le rappellera jamais assez, appelez-nous, prenez contact avec nous, on va se parler et vous allez voir, comme je l'ai mentionné aussi, souvent à la fin de ce premier appel-là ou de cette première conversation-là, les gens nous remercient pour les avoir rassurés. Ils savent maintenant qu'ils sont entre bonnes mains parce qu'on va être là pour les accompagner. Puis deuxièmement, qu'il y a des services, il y a des ressources, il y a des gens qui peuvent intervenir et accompagner la direction d'école qui se retrouve, la direction adjointe de l'école qui ne se retrouve pas toute seule là-dedans à vivre ou à gérer son école, puis en même temps à avoir à la maison le soir ou en pleine nuit se réveiller et se demander qu'est-ce qui va arriver prochainement. Alors, je vous remercie tout le monde au nom de Harold. Je ne sais pas si Frédéric a un petit mot à dire ou… Ben, moi, je veux juste renchérir au niveau de nous appeler. Il y a des fois où on se dit, oh, ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou ça ne relève pas de nos tâches, ce qu'on pense de vous. Donc, s'il te plaît, vous avez deux personnes très compétentes, très connaissantes en Denis et Harold. Donc, c'est ça. Et passez le mot. On sait qu'on va annoncer le webinaire sur la chaîne YouTube, mais si vous connaissez, si vous avez des collègues, invitez-les à se rendre. Le webinaire devrait être là dans les prochains jours. Donc, c'est plus ou moins ça. Ça fait que n'hésitez pas, s'il te plaît. Lâchez-nous un coup de téléphone. Ça peut vous sauver beaucoup d'ennuis parce que lorsqu'on le sait beaucoup après, c'est là où ça peut devenir compliqué. Donc, c'était le seul mot que j'avais. Merci à Pierre aussi, qui est toujours notre hôte par excellence. Ouais. Donc, qui nous organise tout ça en arrière-scène. Et puis, Jean-Pierre qui prend de son temps à la présidence pour venir jeter un petit coup d'œil. Donc, merci à tous. Et puis, je ne sais pas, Pierre, tu voulais-tu clore ça? Oui, Denis Lantier, Harold Lambert, comme d'habitude, on est tellement chanceux de vous avoir. Les gens, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas une seule chose à vous rappeler, appui@dfo.org. Appui@dfo.org et on va vous répondre. L'information, Jean-Pierre nous dit, est aussi disponible sur le site web de la DFO, alors www.adfo.org. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oubliez pas, tous les webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de la DFO. Bon après-midi tout le monde. Bonne journée tout le monde. Au revoir.